peu travaillé. Donc je vais vous dire un mot sur ces questions de droit de l'eau, qui sont des questions qui ne sont pas unifiées. Alors, vous n'avez pas un droit unifié de l'eau, hein, ça n'existe pas. Vous avez des droits du sol, des droits des biens, vous avez des droits miniers, vous avez des droits d'extraction, d'exploitation, vous avez tout un tas de choses, vous n'avez pas un droit de l'eau. Or aujourd'hui, d'abord merci pour cette réunion et puis pour l'action que vous menez. Parce que quand je suis arrivé, vous parliez d'un peu de l'histoire de l'ARC, vous en dressiez le parcours, vous en dressiez la personnalité. Et en droit, c'est la personnalité qui nous intéressait. C'est la personne morale. Et on peut défendre que quelque chose qui existe, s'il a une capacité juridique à exister. Et donc cette question-là aujourd'hui, de la défense des grands systèmes hydrographiques, est un point essentiel. Vous allez apprendre ce soir que ça vous intéresse et ça nous intéresse en tant qu'Aixois, riverains, etc. Mais ça commence à intéresser des régions et des zones entières. Alors pourquoi ? La première, c'est que vous savez, il y a deux types de zones dans l'humanité. Il y a les zones habitables et les zones inhabitables. Voilà. Les zones inhabitables, soit celles où on ne peut pas habiter parce qu'il fait trop chaud ou trop froid, mais dans les zones inhabitables, il y a surtout celles où il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc l'humanité s'est déplacée, a migré dans les dizaines de milliers de dernières années où on a pu tracer les grandes évolutions migratoires, principalement autour de l'eau. Pourquoi ? Parce que dans les grandes dates de l'humanité, vous avez la sédentarisation, c'est-à-dire que les hommes arrêtent d'être chasseurs-cueilleurs et vont devenir sédentaires, et ils ont besoin d'eau pour être sédentaires. Ils ont besoin d'eau pour l'élevage, ils ont besoin d'eau pour l'agriculture. Je vous ai presque défini le droit de l'eau. Hein. Voilà. On est sous le Code d'Hammurabi, hein. On est à peu près, il y a 4500 ans, je n'ai pas en tête la date du Code d'Hammurabi, mais le Code d'Hammurabi mésopotamien est le premier qui définit le fait qu'il y a un élément totalement vital à ce que les hommes accèdent en quantité et en qualité à l'eau. Allez, on va faire un bond de 4500 ans et on va s'arrêter quelques secondes sur la déclaration de l'ONU du 28 juillet 2010 qui fait rentrer l'eau au cœur des droits humains. Mais pas seulement l'eau. L'ONU définit aussi l'assainissement comme lié à l'eau. Pourquoi ? Parce que vu les quantités dont les humains ont besoin d'eau, si en même temps que le droit à une eau potable et ou potabilisée, on va y revenir parce que c'est encore des notions intéressantes, vous ne définissiez pas un droit à l'assainissement, c'est-à-dire au fait que cette eau n'attaque pas ni les écosystèmes ni les humains, puisque vous savez qu'une eau souillée est une eau qui est dangereuse, porteuse de virus, porteuse de tout ce que vous voulez, cette eau, par entropie, finit très vite par tuer l'écosystème sur lequel elle est rejetée et tue aussi les humains. Les grands travaux d'assainissement de Londres, par exemple, que vous connaissez peut-être, hein, c'est toute l'époque de Jacques Léventreur, vous voyez, on est au milieu du 19e siècle. Vous avez un taux de mortalité des enfants et des populations qui est extrêmement élevé parce que vous n'avez aucun système d'évacuation des eaux usées. Donc les eaux restent en ville, souillent, tuent, les bactéries sont très abondantes et 30 ans de travaux pour assainir progressivement Londres, qui donne un peu le tempo de toutes les grandes villes du monde. On va revenir sur cette notion de grande ville et de gestion des eaux dans les grandes villes, et vous allez comprendre de quelle manière, mais c'est un point clé. Donc ne dissocions pas, depuis la déclaration de l'ONU du 28 juillet 2010, la question de l'eau et de l'assainissement. La France a voté ce document, mais elle ne le traduit pas en droit, ce qui est un vrai problème, parce qu'au même moment, en 1993, le traité de Maastricht, lui, définit comme nouvel axe spécifique et totalement intégré aux stratégies et aux politiques européennes les politiques d'environnement. En 2004, le traité de Maastricht, par la Charte européenne de l'environnement, fait acquérir à l'environnement un droit opposable, c'est-à-dire un droit de nature constitutionnelle. C'est intéressant. Il y a un petit peu de piano, là. Ils nous ont mis la radio en même temps, je pense. C'est bien qu'ils la coupent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un appareil juridique aujourd'hui
relativement important. Vous avez eu les déclarations du président Chirac, hein, la maison brûle, etc., etc. Mais vous avez aujourd'hui 2004, 2005, 93, vous avez une lente montée d'un droit de l'environnement qui pour autant ne s'unifie pas. Donc ça c'est une sorte de premier point. Je vous l'ai dit, la diversité des droits qui s'appliquent sur les questions de l'eau sont des droits également contradictoires. La question très importante aujourd'hui qui est posée, c'est que l'eau peut être détournée d'une rivière, d'un fleuve ou autre, mais elle peut être surtout extraite. Et la question de ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est par exemple la question des méga-bassines qui est posée à Sainte-Soline. Les méga-bassines sont remplies, non pas par détournement des rivières, mais par extraction des nappes phréatiques. Or, là, vous êtes sur un problème clé, il faut que vous gardiez en tête. Eh bien, c'est que, ça peut vous paraître un peu fou, mais les ressources en eau cachées souterraines, on ne les connaît pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le stock souterrain qui doit être envisagé, mais le renouvellement de ce stock. En gros, je dis une bêtise, mais dans une petite nappe phréatique, si vous pompez 10 mètres cubes par jour, ça se renouvelle, mais si vous en pompez 500, en 3 ans, elle est asséchée, elle s'effondre, elle ne se renouvelle pas, l'eau par ailleurs. Donc, la gestion des systèmes hydrologiques est aujourd'hui opacifiée parce que une partie de la ressource en eau est captée par des gens qui ne l'ont pas déclaré. Je vous donne un exemple qui est à côté, c'est le Pyrénées-Orientales, département que je connais bien. Vous avez à peu près 6000 forages professionnels dans ce département. Vous en avez la moitié qui ont fait l'objet d'une déclaration préfectorale, avec débit, avec date, etc., etc. Le reste, on ne le connaît pas. Autrement dit, vous avez des gens qui ont aliéné dans des intérêts privés ou économiques, piscine, golf, enfin j'en sais rien, la ressource en eau, et qui n'ont pas déclaré ces quantités, mais ce que ça en fait des coupables. Je vais vous dire, quand vous avez accès à une ressource, que personne ne vous demande de compte, et que vous entendez que, comme on le disait il y a quelques années, hein, la France ne manquera jamais d'eau, hein, faut quand même se souvenir, hein. Des gens plutôt de ma génération que des gamins de 20 ans ici, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous disait? Oh, la France ne n'aura jamais aucun problème. Donc je disais que quelque part, de bonne conscience, certains ont altéré la capacité des ressources en eau, quelque part, sans se douter qu'ils allaient appauvrir une partie de ce qu'on peut appeler un bien, une richesse collective. Je vais y revenir. C'est un point clé de l'information que je voulais vous donner ce soir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où vous êtes passé il y a une décennie, des tensions environnementales qui arrivaient, à aujourd'hui des tensions environnementales qui sont là et qui sont puissantes, avec des conflits. Et le conflit, c'est toujours le même, c'est l'arbitrage entre celui qui a le droit d'en prendre beaucoup parce qu'il est agriculteur, parce qu'il est industriel, parce que ceci, cela, puis celui qui a moins le droit, c'est-à-dire l'habitant, parce qu'on lui dit, tu ne vas pas laver ta voiture, tu ne vas pas remplir ta piscine, tu ne vas plus arroser tes légumes, et tu vas laisser crever tes arbres. Sur le plan écosystémique, c'est quand même des choses très contestables aussi, surtout d'arroser les arbres. Et ce conflit d'arbitrage aujourd'hui, il faut être clair. Nous n'avons pas en main les outils politiques et juridiques pour le résoudre. Ces outils n'existent pas. Et ces conflits d'arbitrage sont gérés par des tensions. Vous avez vu ce qui s'est passé autour des bassines, je ne vais pas y revenir. Et si vous allez au sud de l'Espagne, où on dit aux agriculteurs, écoutez, vous allez un peu moins consommer d'eau pour votre agriculture, pour en donner un peu plus aux gens, ils se mettent en colère. Et si vous dites l'inverse au sud de l'Espagne, regardez ce qui se passe quand même. Les habitants, ils vont dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va crever ici, comme ça, asséché. Donc, quand la ressource n'est plus abondante et devient rare, vous rentrez dans deux types de problèmes. Des problèmes de nature politique. Et ça, je vais y revenir parce que c'est peut-être le point clé ce soir. Et le deuxième problème, c'est des conflits qui peuvent aller jusqu'à des situations extrêmement difficiles, mettant en cause la pérennité des habitants dans un village, des exploitations agricoles. Moi, dans la plaine du Roussillon, parce que j'ai des parents qui habitent là-bas, j'ai vu, pas longtemps, quelques semaines, agriculteurs arracher les jeunes fruits pour les jeter,
Parce que si, en manque d'eau, le fruit continue à se développer, c'est tout l'arbre qui meurt. En cas de stress hydrique, il faut se débarrasser des jeunes fruits. Imaginez pour un agriculteur ce que ça veut dire. Et j'ai vu aussi des gens, les gens qui ont un golf là-bas, je cite personne, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, tiens, on ne peut plus arroser, donc on va aller voir la station d'épuration. Et plutôt qu'elle fasse un rejet lagunaire, on va peut-être leur demander de récupérer l'eau. 40 ans qu'on fait ça en Espagne. 40 ans. D'accord? Quelques chiffres. Vous voulez noter 2-3 trucs. La France gaspille, par fuite, l'équivalent de la consommation de 18,5 millions d'habitants de notre beau pays, c'est-à-dire d'un habitant sur 3, en fuite. Et les fuites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas entretenu les réseaux. C'est ça que ça veut dire. Quand ça fuit, je dis, oh, de toute façon, toujours le même raisonnement. C'est abondant, donc on ne fait pas attention, et bien ça fuit. Enfin, en même temps, il faut que les gens qui payent. Alors, soit c'est des contrats d'exploitation de droit privé dans des grandes villes. Il y a un tiers des contrats aujourd'hui en France qui sont droit privé dans l'exploitation des eaux. Et c'est la note du contribuable parce que la mairie paye le contrat de concession et le refacture ensuite là aux habitants que nous sommes. Soit vous êtes dans un autre système et ça part dans la nature. Dans les Pyrénées-Orientales, qui est un cas que j'ai étudié de très très près, vous êtes bien assis tous, c'est 50% de l'eau de réseau qui est gaspillée. Parce que ce département n'avait jamais vécu une vague de sécheresse telle qu'elle la vit depuis maintenant 3 ans cumulés. Les montagnes des Alberts, la chaîne du Canigou, etc., donnaient de l'eau abondante. Et tout se passait bien, on ne faisait pas attention, on peut retarder le changement des réseaux, c'est pas grave. Et vous n'avez pas eu en même temps la naissance d'une véritable autorité. Alors il y a une police de l'eau, il y a une police de l'environnement. Mais je dirais, tout ça n'était pas placé sous le signe de l'urgence. Or, deuxième chiffre, la France réemploie, réutilise, recycle 1% de son eau. Vous vous rendez compte? 1% de son eau. L'Espagne, on a dépassé les 25%. L'Allemagne s'y met, et tout le monde regarde. C'est dur de passer de 1% à 25% en quelques années, c'est surtout impossible, parce que ce sont des modes de vie qui sont questionnés dans leur ensemble, et surtout des investissements publics de taille extrêmement importante pour pouvoir absorber et recycler, épurer de telles quantités d'eau avant de faire des rejets lagunaires, ou de les remettre en service. 1%, c'est un chiffre qui doit vous intéresser aussi parce que c'est étrange. C'est la quantité d'eau douce sur Terre. Alors là, vous voyez de la flotte partout, les océans, les lacs, vous dites, bon, finalement, il y en a beaucoup de l'eau. Mais l'eau douce, potable, consommable par les humains directement, 99% de l'eau de mer, évidemment, et puis le reste, des marécages, des trucs pas du tout consommables. Donc attention, on joue sur une rareté aujourd'hui qui représente 1% du patrimoine de l'eau. Et ce patrimoine de 1%, quand vous rentrez dans un circuit hydrologique d'évapotranspiration, de transformation, de mise en réseau, de consommation, de rejet, on se rend compte que non seulement il ne se renouvelle pas, mais il se dégrade. Je vous donne 2 simples exemples. La transformation du système hydrologique chinois après la construction, il y a 20 ans, du barrage de Trois-Gorges, qui a créé des nouveaux déserts intérieurs en Chine, quand même, et qui a transformé l'hydrologie des grandes villes chinoises. Aujourd'hui, des villes comme Pékin, comme Shanghai, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la même eau, finalement, en permanence. Une ville comme Singapour l'a fait depuis longtemps, elle, mais c'était son objectif. Autrement dit, l'avenir de nos grandes agglomérations urbaines dépend de plusieurs facteurs. Un facteur d'investissement, je viens de vous le dire, mais aussi pour des territoires comme la France plus diffus, où vous avez de l'agriculture, de l'habitat, des villes plus ou moins grandes, d'une réelle capacité à opérer un partage dans les responsabilités politiques des uns et des autres. J'oublie pas les outre-mer françaises, que vous connaissez tous, où là, non seulement les fuites, c'est 50%, mais un des scandales sociaux des outre-mer françaises, c'est que c'est quand même facturé aux habitants. Et du coup, on n'arrive plus à payer les factures. Et si vous avez des tensions sociales, eh bien, vu de loin, on ne les comprend pas forcément d'ici de métropole, il faut aller voir de près ce qui se passe, avec des périodes où dès que vous avez la moindre tornade, les moindres pluies abondantes et tout, il n'y a plus d'eau potable.
Mais regardez ce qui se passe depuis quelques jours ici, dans notre région, dans notre pays d'Aix. Par exemple, la coupure des réseaux d'eau potable de Vitrolles, liée à des alluvions trop importantes, qui ont fait déborder des bassins, qui ont mélangé des alluvions avec de l'eau, avec un niveau de décantation trop lent, pour pouvoir remettre l'eau dans le circuit. Et 2 fois que ça arrive à Vitrolles, en moins de 3 mois. Vitrolles, c'est là, hein, on est à 5 km. Donc ce que je veux vous dire aussi, c'est que bien retenir que nos réseaux, globalement, sont fragiles. C'est-à-dire que dès que vous avez des tensions, des surpressions, des quantités plus importantes d'eau qui arrivent ou qui n'y sont plus, nos réseaux, ils sont calibrés pour des consommations moyennes historiquement observées. Dès que ça bouge, ça peut péter. Canalisation, réseau, tu parlais tout à l'heure des crues, de l'Arc, etc. Ben, on a vécu tout ça, mais là, c'était des catastrophes naturelles d'un autre niveau. Quelle est la nature de l'eau? Alors, la nature de l'eau, c'est un bien un peu bizarre. Je vous donne un exemple, c'est que si vous souhaitez quelque chose, vous mettez le prix et vous l'avez. De manière générale, plus ou moins, vous payez pour ce que vous voulez avoir. La question de l'eau, elle ne se pose pas étrangement. J'ai étudié l'économie de l'eau aussi, pour préparer ce petit topo. La question de l'eau ne se pose pas en termes de prix. La question de l'eau, elle se pose en termes de disponibilité, proximité-prix. Par exemple, si l'eau se met à coûter le prix d'un litre d'essence, par exemple, elle devient très difficilement consommable. Vous allez la boire au compte-gouttes, puis vous finirez par mourir. Ou alors par dépenser tout votre argent en achetant de l'eau. Donc toute l'économie va s'arrêter. Donc l'eau, et c'est un point clé de mon intervention, il faut que vous le notiez, doit rester un bien abordable économiquement par tous. Et ça, c'est un point clé aussi de la déclaration de l'ONU, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez là la question de la disponibilité, de la quantité et du prix. Faible, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau. Sinon, vous détruisez le système sanitaire, vous détruisez la santé, vous ne l'avez plus. Parce qu'il faut boire. C'est le principal, il faut boire. On ne se lave plus. Quand on ne se lave plus, il y a des conséquences qui sont extrêmement graves pour tout le monde. Et surtout, votre économie, elle au ralenti. Vous devez vous trimballer que pour aller chercher de l'eau. Donc, la question n'est pas seulement de gérer le droit de l'eau, mais de comprendre que si on ne le gère pas, cette question des quantités disponibles à des prix acceptables, vous voyez l'équation, comment je la montre, va se disloquer. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous n'avez pas un droit de l'eau unifié, pourquoi? Parce qu'on a confondu le droit à l'eau et le droit de l'eau. Et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, parce qu'il est passionnant. Et il nous mène à beaucoup de choses. La question d'un droit à l'eau, vous avez le droit d'avoir de l'eau, n'est réglable que si on fait naître un vrai droit de l'eau. C'est intéressant, ça. Ça veut dire, eh oui. Ouais, pour nous aussi ce soir. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire que si on ne travaille pas sérieusement un cadre politique et juridique qui intègre un élément clé qui est la durée, c'est-à-dire la notion de prédictivité, sur laquelle, disons-le, tout le monde s'est assis, un tiers d'eau, aujourd'hui, tout le monde est surpris. Une sécheresse, voilà, on ne savait pas. Le temps, il change, on n'a pas vu venir. Quoi? Club de Rome, je vous rappelle la date, d'accord? Port de Kyoto, je vous rappelle la date. Les Maastricht, 93. 2010, l'ONU. Quand il passe, là, il se passe là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les politiques publiques, moi c'est ce qui m'a effaré en préparant ce petit topo, à aucun moment les politiques publiques n'ont voulu prévoir, allez, je m'engage un peu, la raréfaction de l'eau, en tout cas, le risque qu'il y aurait une raréfaction de l'eau. Or, si je prends les 3 principes des politiques d'environnement européennes, j'ai d'abord le principe de précaution. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. D'accord? Le second, c'est le principe de prévention et le principe de gestion à la source des problèmes, sans jeu de mots. Et enfin, le troisième, c'est le principe du pollueur-payeur. Ça, c'est les règles de la charte de l'environnement. Ça veut dire quoi, tout ça?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un recyclage proche de zéro, une déperdition en France de fuite autour de 30%. C'est-à-dire que déjà, la source potabilisée, elle pète de 30 points, vous avez compris, quoi. Voilà. Vous avez donc une potentielle crise de la potabilité. Vous aurez, vous avez eu l'an dernier 40, 50 communes des gens ont dû être approvisionnés en bouteilles d'eau. Là, vous en avez déjà pas mal. Ça va finir comment? On va tous finir avec de la bouteille en plastique. La bouteille en plastique, bon, on pense ce qu'on en pense. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette question de l'aspect prédictif d'une politique publique aussi importante que l'eau, manifestement, n'a pas intéressé grand monde, en tout cas pas en France. Ailleurs, les questions ont été posées un peu différemment. Du coup, l'extractivisme, ponction, a donné un tel libre cours qu'on ne sait pas exactement combien il reste dans la ressource du sol et à combien elle se renouvelle. Et puis, vous avez la question du prix. Vous avez la question de la gestion politique et la question que j'aimerais développer, et je terminerai avec ça, de la sanctuarisation. Puisque ce terme, eh bien, a été prononcé il y a quelques jours, j'ai fait des recherches, c'est en fait un vieux terme pour qualifier, parce que nous voulons faire ici avec l'ARC, c'est-à-dire protéger un système hydrologique dans son intégralité. Je reviens déjà sur la question du prix. Pour moi, le prix de l'eau est une question démocratique. Il faut le voir comme ça. On se tromperait si on disait que le prix de l'eau n'était pas une question politique, mais une question de marché, de concession, de coût du service. Prenez les indicateurs, il y a ce que choisir, qui vont vous montrer qu'entre une commune et une autre, même si elles ne sont pas loin, les prix peuvent doubler ou tripler. C'est comme vos péages. Hein. Pour comprendre, c'est les péages. Voilà. Vous voyez, les péages, le prix monte, le prix stasse, continue à monter. C'est ce qu'on appelle la délégation de service public. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour lancer une discussion sur la nature des services publics. Je dis par contre une chose, c'est que si on ne rend pas très vite dans l'ensemble des pays du monde la question de l'eau publique et politique, on ne va pas aller loin. Vous allez avoir en France très vite, dans les années qui viennent, des zones inhabitables. Dans d'autres pays du monde, ça va être encore pire, parce que la France a quand même un peu des stratégies d'aménagement du territoire, mais qu'aujourd'hui, il faut très clairement remettre le citoyen dans les stratégies et les politiques de l'eau. Alors, je fais des recherches sur ça aussi, parce que ça, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps. Par exemple, les régies de quartier de l'eau en Amérique du Sud sont gérées par les habitants. L'Amérique du Sud, c'est loin, qu'est-ce qu'ils font et tout. Ils gèrent leur eau. Le débit, la quantité, la qualité, le prix, l'assainissement, les réseaux, les réparations. Ils ne sont pas plus bêtes qu'eux, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Cette reprise en main par le citoyen, pour moi, une urgence politique sur la compréhension du circuit de l'eau et de son prix, mais aussi du droit et du respect fondamental qu'on doit avoir pour l'eau en tant qu'objet et pour les systèmes hydrologiques en tant que personne morale. Et il n'y a que la combinaison entre la notion d'objet eau d'un côté et de systèmes hydrologiques patrimoniaux, ripisylvés, de richesse biodiversité extrême, qui peut amener un nouveau droit de l'eau. C'est-à-dire un respect des citoyens, ça, le respect, ça se décrète pas, ça se vit, ça se pense, ça se comprend. Quand on dépend d'une ressource, cette ressource, on la respecte, ou alors on est fou. Mais on est possédé, voilà. Donc, cette mise en conscience dépend donc de ces deux ajustements. Le deuxième point, c'est que l'obscurité dans laquelle sont gérées les politiques publiques de l'eau doit cesser très vite. Parce que, on vous dit, par exemple, quand il y a une grève des raffinages, la France n'a plus d'essence que pour 3 jours, 10 jours. C'est les stocks, hein. On est tous là, oh là là, les stocks d'essence, en faire le plein où, on doit aller travailler, tout très bien. Mais sur les stocks d'eau, vous n'avez pas de baromètre. Il vous faut un baromètre. D'autant plus qu'en même temps, le cycle de l'eau s'étant particulièrement transformé,
en 5 ans seulement, avec des niveaux de pluviosité imprévisibles et des niveaux de sécheresse qu'on appelle maintenant les sécheresses éclairs, imprévisibles aussi, que, écoutez les météorologues actuellement, moi j'aimerais pas être météorologue, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent on n'arrive plus. Parce qu'on rentre dans des périodes d'épisodes météorologiques très courts. 3 jours, 5 jours, 10 jours. Mais denses, forts. Et là, quand on sort, la sauce qu'on s'est pris quand même pendant 10 jours ici. Enfin, moi, je suis un vieux provençal, je n'ai jamais vu ça. Des cette saison, surtout des orages tropicaux réguliers, 17h, 21h, ça tombe. Puis il fait chaud. Puis il y a les moustiques partout aussi. Vous les avez vus, hein? Bon. Donc attention, on est aussi sur un changement. On verra s'il est définitif ou non. Mais en tout cas, maintenant, on sait qu'il existe, alternant des périodes d'humidité extrême et puis des périodes de sécheresse extrême et de chaleur telle qu'on a là depuis quelques jours aussi. Donc, cette question-là aussi est à prendre en compte, mais l'idée, c'est de réellement remettre, on peut en parler, mais c'est un sujet un peu vaste, dans le débat démocratique, dans le choix démocratique et dans le contrôle des citoyens, la question de l'accès à l'eau, la question de son prix, parce que c'est un élément de débat majeur qui ne peut plus s'opérer par des instances simplement administratives ou institutionnelles ou des entreprises privées, pour lesquelles j'ai rien, en soi, mais qui doivent entrer dans des outils de livraison de l'eau contrôlés par le public. N'oubliez pas ce que je vous dis, c'est votre ressource fondamentale. Hein. S'il n'y a plus de flotte, tout s'arrête. Et puis nous, après, on s'arrête l'an dernier, mais on s'arrête aussi. Hein. Donc là, maintenant qu'on rentre dans cette période-là, la question de la politisation du débat sur l'eau est un élément clé. Je vais rapidement terminer maintenant par un petit mot sur notre rivière Arc. Notre fleuve, notre pauvre fleuve. Le problème de l'Arc, c'est que ce n'est pas un fleuve navigable. Et comme il n'est pas navigable, il n'est pas public. Il n'est donc pas en délégation de service public des VNF, des voies navigables de France. Il est donc privé. Avec certains syndicats d'aménagement qui contrôlent si l'eau coule normalement, qui met un peu les propriétaires en face de leurs responsabilités, mais qui a à faire, c'est une copropriété là. C'est une copro. Or, le problème, c'est que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que l'eau, dans le droit international, est déclarée comme un bien commun. Tiens. Donc, on a de la propriété privée sur du bien commun. Je ne sais pas faire. Donc, vous voyez, sur le plan juridique, on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Le deuxième point, cette déclaration sur l'eau, c'est le 30 décembre 2000 que la France l'a faite. Mais là aussi, bon, tout ça est resté un peu lettre. Ça amène à quoi? Ça amène à nos deux questions de la naissance de la personnalité juridique, je vous l'ai dit. Traiter un système hydrographique essentiel par sa biodiversité, sa dynamique environnementale et climatique, puisque les répulsives sont des zones de ressourcement climatique fort. Certains m'ont dit, j'en ai parlé avec des amis, ils m'ont dit, bon, la personnalité juridique, pourquoi pas la donner à une montagne et tout, ça existe. Il ne faut pas dire ça aux gens qui aiment des montagnes sacrées, par exemple, parce que là, elle l'a depuis longtemps, la personnalité juridique. Et en fait, j'ai regardé, on est bien arriéré, une fois de plus, ici. On compte au moins 12 pays, dont 2 majeurs, Nouvelle-Zélande et Québec, et très récemment, l'Albanie, et les États-Unis, l'Albanie qui a fait toute son élection présidentielle sur la sauvegarde du fleuve Josa, qui est un des plus grands fleuves qui traverse l'Europe, pour le sanctuariser. Et ils ont réussi. Cherchez un peu, vous allez trouver. Regardez aussi ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande et au Québec. Et j'en termine sur ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, vous savez, être citoyen dans des grandes démocraties comme nous, ça change avec le temps. C'est pas une notion fixe. Être citoyen, ça bouge. Être citoyen, en 1945, c'était la question du droit de vote pour les dames. Être citoyen, à une autre époque, c'était de développer la démocratie sociale par un certain nombre de droits sociaux et sanitaires. Être citoyen aujourd'hui, c'est tout ça, mais en plus, vous avez, et c'est pas un propos politique,
c'est un propos du politique de manière générale. Être citoyen aujourd'hui, c'est avoir conscience qu'on est assis sur principalement les systèmes hydrographiques, qu'on doit être totalement impliqué dans leur revendication et leur sanctuarisation, ne plus avoir de pression privée, non régulée, non maîtrisée sur ces ressources-là, et puis de révéler, pas à vous parce que vous êtes au courant, mais au plus grand nombre, l'ensemble de la richesse que représentent les systèmes fluviaux, mais aussi l'ensemble des affluents et l'ensemble de nos rivières. Si on ne fait pas ça, la carte hydrographique, vous allez avoir changé. Moi, je vous dis, je connais bien les Pyrénées-Orientales, la rivière Tête, la rivière Tech. Je ne sais pas si on reverra de l'eau un jour, non. Ça a disparu complètement. Enfin, ça reviendra un jour, mais je veux dire, pour être sûr que toute la vie qu'il y avait à l'intérieur de ces rivières est morte, séchée. Séchée. Tous les alevins, toutes les petites algues, toutes les fleurs qui venaient boire dedans et tout. C'est un désert de pierres et tout ce petit monde biologique a cramé sur les pierres chaudes. L'eau, elle va revenir, elle va repleuvoir un jour. Mais je vais vous dire une chose, la vie, elle ne revient jamais comme elle est partie. Bizarrement. Regardez ce qui repousse quand vous avez eu un incendie de forêt. Ce qui repousse n'a aucun rapport avec ce qu'il y avait avant. Pourquoi ? En brûlant, la forêt, elle révèle des germinations des espèces anciennes, qui sont les forêts antérieures, qui, elles, vont repousser. Ou alors, comme on l'a vu avec la conférence l'autre jour avec Christine, le déplacement des forêts. C'est qu'elles bougent, les forêts. Vous savez combien elles se déplacent par an ? Ah, vous savez pas, je vais vous apprendre un truc. Les forêts se déplacent de 100 mètres par an. C'est-à-dire que le dégagement de l'ensemble des systèmes reproductifs des arbres, les graines, les pollens, etc., peut pousser une forêt à s'adapter au changement climatique. Parce que les arbres savent où ils peuvent pousser. En tout cas, les graines ne vont pousser que là où elles peuvent, de 100 mètres par an. Or, la progression du changement climatique aujourd'hui, dans les transformations mondiales, sur les échelles de calcul, c'est à peu près des transformations de 40 à 50 km par an. Autrement dit, la nature ne suivra pas. Donc, à nous de suivre, à nous de prendre notre responsabilité d'humain, voilà, collectivement, sans aucun prisme politique, mais par contre d'en faire la question essentielle des citoyens. Voilà, je vous remercie.